Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Épisode assez spécial puisque je vais prendre exceptionnellement la place de Xavier aujourd'hui. Et une petite surprise vous attend tout de suite après le générique. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui une petite surprise pour vous, un invité mystère. On ne le présente plus, vous allez essayer de le deviner. Qui est cet invité mystère aujourd'hui? Il est grand, il est beau, il est intelligent, c'est un passionné de l'horlogerie. Il connaît tout sur tout, les modèles, les marques, tout ce que vous voulez. Il anime vos soirées le jeudi. Nos petites histoires de montres ne sont plus des secrets pour lui. Et vous le connaissez bien sûr. Xavier. Salut Xavier. Salut les amis, salut Sébastien, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Pas trop stressé? Bah un petit peu, j'ai pas l'habitude de parler de moi. Hein. Vous les amis, vous savez, je vous fais parler de vos histoires de montres, mais pas des miennes. Enfin, on va connaître les petites histoires de Xavier. C'est à ton tour. Ouais, alors, de quoi tu veux qu'on parle? Alors, de ta belle Royal Oak que tu nous as ramenée aujourd'hui. Tu veux la voir? Oui. Et la petite question avant de démarrer effectivement toute la petite histoire autour de cette montre, quel est l'adjectif pour toi de cette montre? On évite bien évidemment l'élégance, comme tu le sais. Écoutez, vous serez d'accord avec moi qu'elle est élégante. Moi, je vais dire éclatante. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Bah, a priori, c'est pas mal. Elle brille de partout, je crois. Exactement. C'est ce qui fait sa spécificité. Parce qu'elle est entre sa boîte, sa lunette, son bracelet, elle est facettée de mille et une facettes, on va dire, avec du brossé, du polymiroir, avec un brossage sur le bracelet et tout le long de la boîte, vraiment complètement longitudinal, pas du tout circulaire, qui fait qu'elle se reflète, elle brille tous les jours différemment. L'autre raison à ça, c'est le cadran bleu. On en reparlera un petit peu plus après. Mais le cadran bleu, en fait, en fonction de l'inclinaison, de la météo, il est bleu ciel, il est bleu sombre, il est gris, parfois il est noir, électrique. C'est assez éclectique comme montre. Alors, donc éclatante. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je l'essaye. Ouais. Et honnêtement, c'est vrai que je pense que c'est l'adjectif parfait pour cette montre. Parce que là, je suis vraiment en train de voir, qu'importe l'angle, vraiment qu'importe l'angle de visualisation, il y a toujours une brillance, quoi. C'est ça. Surtout vraiment tous les éléments de la montre. Ouais. C'est-à-dire vraiment le bracelet, la lunette, les index, l'aiguille, c'est assez impressionnant. Mais je te rassure quand même, Sébastien, je vous rassure les amis, j'ai réfléchi au sujet, parce que je savais que j'allais y avoir droit. J'aurais bien dit élégante, hein, quand on n'a pas grand-chose à dire, on dit élégante. Mais non, c'est vrai, elle est élégante, elle est éclatante, elle est scintillante, elle est pétillante. Elle est sympa. Alors, raconte-nous un peu plus ton histoire autour de cette montre. Ouais. Pourquoi une Royal Oak? Pourquoi cet achat? Pourquoi? Alors, je l'ai acheté en 2016. Mmh. En fait, je voulais me faire un cadeau à la suite de la vente de ma société. Okay. Voilà, je voulais me faire un beau cadeau, je voulais me faire plaisir. Vous l'avez compris, hein, si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis un fan d'horlogerie et d'histoire du temps en général. Donc je cherchais une montre, je ne savais pas trop laquelle. J'en avais déjà d'autres, pas si emblématiques que celle-là, on va dire. Donc j'ai pas mal hésité, j'ai beaucoup d'affection pour Zénith, hein, puisque j'ai une autre Zénith que j'ai eue pour mes 40 ans, quelques années avant. J'ai regardé une El Primero qui m'intéressait pas mal. J'ai eu l'opportunité d'acheter une Rolex Daytona, une 116-520 à fond blanc, à une époque où il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, hein, mais dans un aéroport à Roissy, à un tarif défiant toute concurrence, quelqu'un l'avait commandé et ne l'a pas acheté. Donc j'aurais pu la prendre. Coup de chance. Ouais. Mais en fait, est-ce que j'ai un jour rêvé d'une Rolex Daytona? Non. Ouais. Toujours pas maintenant d'ailleurs, hein, mais on ne sait jamais, hein, les goûts évoluent. Et puis en creusant, en cherchant, en regardant, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme modèle qui ne se voit pas si souvent que ça? On va dire par rapport à un boîtier Oyster d'une Rolex professionnelle par exemple. Et j'ai commencé à regarder la Royal Oak, les différents modèles.
Et puis, je suis allé les essayer. D'accord. Évidemment, je l'ai acheté d'occasion. Hein, ça vous étonne pas. Oui. J'ai essayé une 15-400 en 41 mm, c'était beaucoup trop gros. Une 15-202, c'était introuvable. Et puis, il n'y a pas de trotteuse dans la 15-202. Celle-ci, elle fait combien en diamètre? 39. 39. C'est la taille d'origine en fait de la 5402 qui est sortie en 72. D'accord. Mais celle-ci a une trotteuse et est un petit peu plus épaisse que la 15-202. Elle a le fond bleu. Donc j'ai commencé à regarder ça. 41 trop gros, 39 c'est la bonne taille, 15-202 à l'époque déjà trop cher, maintenant c'est beaucoup trop cher. Et puis il n'y a pas de trotteuse, donc j'aime bien quand il se passe quelque chose quand même quand ça bouge. sur la montre. Donc j'ai essayé une 39 en fond blanc, que je trouve pas terrible. Hein. Le monde en fond blanc en général, c'est pas trop mon truc, même si j'en ai. Et puis de mémoire sur Chronomania, j'ai acheté plusieurs montres sur Chronomania. J'ai fait une bonne rencontre avec quelqu'un qui la vendait. D'accord. Cette 15300 avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. D'accord. On s'est rencontrés, je l'ai regardé, voilà. Donc je l'ai acheté en full set. Elle date de 2007. Et le full set, c'est important pour toi quand tu achètes une montre ou qu'importe, quand c'est de la vintage? Non, je pense qu'en fait ça dépend. Là celle-là, bon maintenant il y a la 15400 puis il y a d'autres références qui sont sorties, mais elle est de 2007, donc elle avait tout juste 10 ans quand je l'ai achetée. Avoir les papiers, c'est un plus et c'est pas illogique de les avoir parce que la montre est assez récente. Donc c'était sympa de les avoir, mais sinon je m'en fiche complètement. Je pense que c'est peut-être plus facile à revendre si tu as le full set. Bien sûr. Mais moi je suis pas dans une logique d'achat-revente. Moi je suis plus dans une logique de souvenirs. De se rappeler une certaine période. D'ailleurs, les amis, si vous êtes fan d'Alain Souchon, ce n'est pas mon cas, mais ce matin, il était à la radio, cher Sébastien, et il disait la chanson française, c'est un peu le calendrier de la vie. C'est-à-dire, quand tu écoutes et tu entends une chanson que tu as connue, tu te souviens de l'époque, etc. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'y vois dans une montre. Et puis, en plus, une chanson, ça te donne de l'émotion. Une montre, ça te donne de l'émotion et en plus, ça te donne l'heure. Donc c'est quand même c'est formidable. Et c'est formidable et de beaux souvenirs. C'est vrai que ça transmet des beaux souvenirs. Justement, en parlant de ça, tu me parlais tout à l'heure. Finalement, c'est quand tu as vendu ta société que tu as justement passé cap, tu as cherché une montre, voilà, pour essayer de. Est-ce que pour toi, ça a permis de retranscrire une certaine réussite? Est-ce que cette revente pour toi, ça a été un succès? Est-ce que pour toi, justement, cette montre-là représente une sorte de succès ou à jamais, l'avenir dira les choses. Peut-être qu'un jour, il faudra que je la revende pour quelles que soient les raisons, etc. Mais quand je la vois, quand je la mets, je sais que c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit d'une certaine réussite professionnelle et d'un très très bon souvenir avec cette société-là. Mais c'est pas la notion de réussite mieux que quelqu'un ou mieux que qui d'autre. On peut parler de prix également, ça coûtait déjà extrêmement cher et les prix ont doublé aujourd'hui. Donc je l'ai acheté à l'époque 13 000 euros et c'est plus du double aujourd'hui. Mais à la limite, je m'en fiche. Je veux dire, j'y fais encore plus attention parce que ça prend de la valeur. Mais sinon, c'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est un bel objet, c'est de l'émotion. Et j'espère toute ma vie, même sans cette montre, me souvenir de cette période. Et essayer encore plus de m'en souvenir avec la montre. Donc là, tu as répondu en partie à ma prochaine question, c'est quels sont tes critères de choix sur une montre? Donc c'est l'aspect, c'est peut-être l'histoire qu'il y a derrière, est-ce que tu as d'autres critères quand tu choisis une montre? Le premier, c'est le design. Je crois que j'ai posé la question dans le dernier épisode et quasiment tout le monde l'épisode avec Paul Louis qui parlait de sa Futurmatic. Bien sûr, c'est le design. Mais pas que. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du temps et c'est la place qu'une montre peut avoir dans l'histoire de l'horlogerie et peu importe le prix. Enfin, peu importe le prix. Il faut que ça puisse être accessible au moment où je souhaite l'acheter. Mais j'ai des montres qui n'ont pas forcément un design exceptionnel, mais qui ont été un marqueur du temps. À un moment donné, j'aime beaucoup les montres des années 70. J'allais te demander parce que tu as vraiment une appartenance. Vous avez tous vu la Jaeger-LeCoultre Master Quartz. Je pense qu'il y a encore une dizaine d'années, on pourrait se dire c'est une montre à quartz.
Ouais, mais c'est une montre avec un design. Beaucoup de gens croient que c'est une Nautilus, Ouais. qu'elle a été designée par Gérald Genta, et en fait, pas du tout. Et c'est une montre à quartz, mais c'est une montre à quartz, le quartz suisse, développé avec Gérard Perregaux et Gégère Lecoutre. Et c'est une autre approche de l'histoire horlogère. Et je pense que le quartz a accéléré la déliquescence de l'industrie horlogère suisse, qui était déjà mal en point quand c'est arrivé, mais finalement c'est le quartz qui a permis à l'industrie horlogère de se renouveler en sortant de la course à la précision. Aujourd'hui, la précision, je veux dire, il vaut mieux avoir son iPhone, je veux dire, qui dérive d'une seconde pleine toutes les 160 millions d'années. Donc la précision, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la fabrication, l'artisanat, l'ADN, tous les métiers, etc. Chacun, après, voit son truc. Mais le design, et après, sa position dans l'histoire de l'horlogerie. Mais ça, c'est mon point de vue aujourd'hui, qui n'était pas forcément le même il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qui évoluera probablement avec le temps. Petit exemple, avant, j'aimais des montres plutôt autour de 40, 42 mm, 44 mm. Oui, c'est quand même. Ah oui, tu as revu ta. Et aujourd'hui, je suis de moins en moins sur des montres de ce format et de plus en plus sur des plus petites, 39, 36, etc. Mais tout ça, ça évolue et c'est ça qui est passionnant. C'est que c'est aussi un marqueur de tiens, à l'époque, j'aimais cette montre. Ouais. Et puis, pendant 5 ans, je ne vais pas la porter, je vais la redécouvrir et je vais la trouver magnifique et je vais me souvenir de cette époque. Alors, pour revenir à tes critères, a priori, le critère principal, c'est le design. Ouais. Mais alors, si je te mets, par exemple, une montre des années 60, qui a été avec un design assez classique, une montre assez classique, avec une belle histoire derrière, sur une conquête de l'homme, type marcher sur la Lune, et je te mets une autre avec un beau design, une autre montre à côté avec un beau design des années 70, une période que tu aimes beaucoup. Ouais. Tu files sur l'année 70 ? Non, c'est là où j'essaie de synthétiser de façon cartésienne comment je fais, mais la réalité, et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs dans les montres dites d'occasion, alors occasion et vintage, les vintage sont mécaniquement d'occasion, c'est qu'il y avait une diversité de design absolument phénoménale, où il y a plein de choses qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, puisque c'est extrêmement standardisé, même si depuis quelques années, il y a vraiment des initiatives avec des horlogers indépendants, avec des choses complètement différentes. Dans le vintage, on trouve des choses qui, c'est le propre du vintage, il y a encore quelques années, pouvaient paraître désuètes. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, oui, mais ça a le charme de l'ancien, ça a un côté décalé. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a une qualité de fabrication qui est, quand on manipule la montre, il n'y a pas photo entre une montre des années 70 et une montre d'aujourd'hui. Alors, c'est lié à quoi ? Je ne sais pas, les alliages, la façon de faire, etc. Je veux dire, le titane, c'est super, c'est ultra léger, etc. La réalité, c'est que qu'est-ce qu'on a dans les mains, on ne sait pas trop, quoi. Ça, c'est effectivement la Maintenant, si on est fan de matériaux, on est content d'avoir une montre en titane. Bon, je pense que vous avez compris, vendre une montre neuve à Xavier, je crois que c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Je crois qu'on va pas attaquer ce sujet-là. Non, bon, ok, très clair. En tout cas, tu nous as ramené une très belle montre. Comment s'appelle ce type de cadran d'ailleurs Alors, c'est le cadran tapisserie. Tapisserie. Ouais, il y a deux je peux me tromper. Il y a la tapisserie qu'on va appeler petite tapisserie maintenant parce que c'est le cadran d'origine de la référence 5402 qui est sorti initialement. Et après, il y a eu la grande tapisserie, donc en fait avec un guillochage plus proéminent qui est allé sur la Royal Oak Offshore. Voilà. Et pour la petite histoire, le cadranier qui a fait cette tapisserie, c'est Roland Tille, qui a reçu une commande en fait de Gérald Genta, et il y a eu quasiment une dizaine d'ébauches et de propositions qui ont été faites au moment où cette montre est sortie sur le marché, et je crois que ce sont les enfants ou les petits-enfants de Roland Tille qui continuent à être cadraniers en Suisse romane. C'est beau, donc c'est un métier qui perdure. C'est absolument fabuleux. Et donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas d'appartenance à une marque. Est-ce que tu as une marque qui sort du lot où tu te dis,
j'aime son histoire, j'aime ses modèles, ses gammes. Est-ce qu'aujourd'hui, où tu as un choix qui est quand même très éclectique niveau... Alors, ta question est intéressante. Il est bon quand même, Sébastien. Merci. J'ai un peu la pression, je ne vous cache pas. Il faut le dire. En fait, d'abord, j'ai une affection particulière pour toutes les marques des montres que j'ai. Voilà. Parce qu'en fait, elles m'ont accompagné ces 20 dernières années, depuis que je regarde ça un peu avec intérêt. Je te prends un exemple. La première belle montre que j'ai eue, c'était pour mes 30 ans, c'était une Tiger Air. Voilà. Donc j'ai une affection particulière pour une Tiger Air, même si entre des vieilles tags ou des vieilles ER et puis ce qu'il y a aujourd'hui avec trop de technologie, un peu trop allant sur ce que fait Hublot, très grosse taille, bon, c'est pas trop mon truc, mais j'ai une affection particulière parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai une tag. Mais lorsque j'ai eu cette tag pour mes 30 ans, en fait, j'aurais aimé avoir une Zénith. Voilà. C'est pas toi qui as orienté le choix de ta montre des 30 ans? Si, bien sûr, ça a été j'ai beaucoup regardé, ça a été entre guillemets une commande. Oui. J'aurais aimé une Zénith, Primeron à l'époque. C'était le début où Zénith revenait un peu, puisque comme bon nombre de marques, début des années 90, elles étaient toutes quasiment en mort cérébrale, les marques horlogères. Et je ne l'ai pas eu, cette Zénith. Bien m'en a pris, parce que quand je la regarde aujourd'hui, ce modèle-là, la Zénith Rainbow, je trouve qu'elle n'a pas très bien vieilli. Mais depuis toujours, depuis ce moment-là, j'ai un truc pour Zénith. Et les moralités, pour mes 40 ans, j'ai eu une Zénith. Je me suis acheté une Zénith Défi, Look 70, etc. Donc en fait, la relation que j'ai avec les marques provient finalement de modèles que j'ai pu avoir à un moment ou que j'ai. Il y a une vraie logique de fidélité à ça. C'est comme ça. Ça s'entend. On n'y peut rien. C'est ton choix, c'est ton histoire. Justement, en parlant de l'histoire, finalement, on voit celle-ci, tu l'as eue à la revente de ta société. Tu me parles de montres de tes 30 ans, de tes 40. Est-ce que pour toi, acheter une montre ou avoir une montre, c'est forcément une étape d'une vie où tu peux acheter des montres comme ça de manière spontanée il faut que ça représente une étape de ta vie Non, il s'avère que là, dans l'hypothèse de cette Royal Oak, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais j'en ai acheté et j'en achète toujours sur des coups de cœur, sur des achats d'impulsion, sur des modèles où je me dis waouh, c'est absolument magique. Là, j'ai le coup de Master Quartz. Je l'ai découvert un jour à Drouot en allant regarder ce qu'il y avait en vente. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, c'est magique. J'ai essayé de l'acheter, j'ai pas réussi. Elle est la même, pas la même montre, mais la même référence est repassée en vente chez Drouot 6 mois ou 1 an plus tard. J'ai essayé de l'acheter, j'ai pas réussi. Bon, la troisième fois, on dit jamais 203, mais là non. Voilà. Jamais 2, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc j'ai réussi à l'avoir. Et le moins cher de toutes les fois où j'avais enchéri. Voilà, donc il y a aussi l'achat d'impulsion. Mais l'achat d'impulsion est quand même dicté par le design. Et quand il s'avère que tu as de l'émotion avec le design et qu'en plus, c'est un pan de l'histoire horlogère, c'est d'autant plus intéressant. Oui, je comprends totalement. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Bon, Xavier, il est temps de passer à la section Souvenir pour connaître... Lancement. Ah oui, tu as vu ça, cette transition magnifique. Donc pour connaître ta toute première montre. Ouais, alors là je vais être décevant, c'est qu'en fait je m'en souviens pas. Non. Ouais, alors c'est pour ça que ça s'appelle souvenir les amis. C'est que vous souvenez-vous, je demande ta première montre ou alors tes premiers souvenirs horlogers. Oui. Et est-ce qu'exceptionnellement je peux en avoir plus qu'un ou en partager plus qu'un? C'est possible? Oui. Allez, c'est parti. Non mais rapidement. Je me souviens comment j'ai appris à lire l'heure. Donc là c'était sur une souche de bois à la campagne chez mes grands-parents où mon oncle, avec la craie, etc., avait décidé un cadran et avec les aiguilles expliqué comment on lisait l'heure. Et mécaniquement à l'époque, donc on monte au milieu des années 70, la question c'était 2h moins le quart, 14h30, etc. On n'était pas du tout dans la lecture digitale de l'heure, à savoir il est 2h47. Il est 2h. C'est pas dans la précision de la minute. Et oui, parce qu'il y avait des aiguilles, donc c'était moins le quart, la demi. C'est comme ça qu'on lisait l'heure. Donc ça, c'est un premier souvenir que je trouve intéressant. Le deuxième, c'est peu ou prou à la même époque, mon grand frère a eu une montre pour sa communion.
Et c'était une LIP Bashmakov, donc très particulière, très recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. L'un des designers avec Isabelle Hébé, dont je parle souvent sur la chaîne, Jean Dinvan, Rudy Meyer, etc. Et là, on était dans l'affichage digital, qui était un brevet de LIP, et avec un look d'ailleurs très TV screen. Hein. Donc, je ne sais pas, je sais pas si ça m'a marqué, mais en tout cas, je l'ai bien en tête. Et c'est vrai qu'une Bashmakov, je regarde quand elle passe en vente, etc. Mais c'est souvent en mauvais état. Voilà, donc, quelle année Bashmakov? Là, c'est milieu des années 70, plutôt deuxième partie des années 70. Ça, c'est quelque chose de sympa. Et ce qui m'a après, vraiment fait plonger dans l'histoire du temps, c'est une publicité d'IWC dans la presse magazine pour le quantième perpétuel Da Vinci. Voilà, avec une montre trapézoïdale, pas la Da Vinci actuelle qui est ronde. Et en fait, c'était un publi-reportage, cette publicité. Et elle racontait, de façon forcément un petit peu romancée, elle racontait un père de famille un peu interloqué de voir sa montre complètement déréglée parce que son gamin jouait avec. D'accord. Et là, il se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais la remettre à l'heure. Et puis, il n'y arrive pas. Donc, il va dans une boutique ou un AD IWC, il y a l'horloger qui vient. Et puis là, on lui explique, bah, écoutez, monsieur, ce quantième perpétuel, il mesure le temps comme une flèche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 14h30, ce n'est pas la même heure que hier à 14h30. Donc, on ne peut pas vous la remettre à l'heure. Il faut qu'on la renvoie dans l'atelier d'horlogerie, qu'on la démonte, qu'on la remonte, parce que le propre d'un quantième perpétuel, c'est que ça donne le temps sur plusieurs siècles, justement, de façon à passer les années bissextiles tous les 4 ans, et après, de mémoire, il y a une rupture en 2100 ou en 2300, vous nous direz, les amis. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, en fait, une Swatch que je devais avoir à l'époque, tu vois, 3 aiguilles, heure, minute, seconde, en fait, c'est pas une montre, c'est un chronographe sur 12 heures. Oui. Parce qu'à 1h du matin ou 1h de l'après-midi, ta montre, elle est exactement au même endroit dans son mécanisme. Bien sûr. Alors que sur un quantième perpétuel, elle n'est pas au même endroit pendant plusieurs dizaines ou centaines d'années. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, une montre pouvait mesurer le temps qui passe et pas simplement le temps sur une période de 12 heures si tu as une 3 aiguilles, une période, on va dire, de 28 jours au mieux si tu as la date, parce qu'à un moment ou un autre, si ta montre elle est au mois de février, que tu es sur une année bissextile, le 28, elle va se tromper, elle va te mettre au 29 alors qu'il n'y en a pas, et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup marqué sur l'intérêt de la technologie, de l'innovation et des siècles de miniaturisation pour arriver dans un petit poignet qui correspond en fait à l'observation des astres, du soleil, de la lune, etc. Et c'est le début de ta passion. C'est le début de ta passion. Et là, tu as quel âge du coup? Parce qu'on est dans les souvenirs. J'ai quel âge? Là, je viens d'avoir 50 ans. Petite parenthèse, voilà. Donc du coup, Xavier vient d'avoir 50 ans. N'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires, parce que c'est quand même une étape. Hein. Je ne sais pas si tu es dans la crise, si tu connais la crise aujourd'hui. Je suis en grande forme. 50 ans, c'est jeune pour un arbre. Oui, c'est ça. Voilà, je suis à fond, les amis. Je suis à fond. On est sur la saison 1 de Petites Montres entre amis. Et dès le 15 septembre, on démarre pour la saison 2. Et donc, tu disais quel âge à peu près alors? Quel âge quoi? Quand tu as commencé cette passion, quand tu as commencé j'avais 25-26 ans. 25, dans un épisode, je crois, avec Gary, j'avais partagé être passé chez Patek Philippe, pas à l'intérieur, mais simplement à l'extérieur, place Vendôme. Je devais avoir tout juste 20 ans, peut-être moins. Ça m'est fait ni chaud ni froid. Et à cette époque, on était quoi? On était au début des années 90, la Nautilus était déjà sortie, l'Aquanaut ne l'était pas. Mais pour moi, Patek Philippe, je voyais pas bien le truc, puis c'était des montres de vieux. Et ça, les goûts évoluent, les tendances évoluent, la perception que tu as des choses évolue, et la montre te permet de te souvenir. Voilà. Alors, on parle beaucoup, là on est dans l'enfance, un peu plus, parce que là tu disais que tu avais 25-26 ans. Tu parlais également tout à l'heure de la publicité sur IWC, qui était aussi, tu parlais de père de famille. Toi aujourd'hui tu as des enfants, il me semble. Tu en as 3, c'est ça? Est-ce que cette passion, tu essayes de la transmettre? Est-ce que tu essayes de transmettre quelque chose par rapport à ça à l'horlogerie? Est-ce que c'est compliqué parce qu'ils ont tous des iPhones? Papa, ta montre, je m'en fous, moi j'ai mon iPhone, voilà. Mais il voit bien que je suis un peu maniaque sur le truc, un peu malade, un peu comment dire,
branchée sur le sujet. Ma Ouais. fille aînée est pas mal branchée là-dessus, mais purement sur des montres, comment dire, très branchées, Daniel Wellington, Cluse, D'accord, des oui. choses comme ça, etc. Mais je pense que ça l'intéresse. Mes deux autres enfants, j'en sais absolument rien. Et très honnêtement, peu importe. Je pense que tout ça, c'est une affaire de prise de conscience, c'est une affaire de maturité. Je veux dire, Jean de La Fontaine nous a dit qu'il y avait le lièvre et la tortue. On est tous un peu lièvre, un peu tortue. Voilà. Après, tout ça n'est qu'un chemin. Voilà. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on prend. Ce qui compte, c'est l'émotion qu'on a avec une montre. Voilà. Il n'y a pas de bonne montre, les amis, vous le savez. Il y a Et des non. bonnes histoires de montres. Eh oui, je te rejoins totalement. Je pense que nous, l'audience également de la chaîne. Il est l'heure, Xavier, de Oh là là passer là là. au quiz. Voilà, je suis C'est parti. stressé de façon absolument monumentale. Je suis venu pour gagner 2-0, je vous le dis tout de suite. Alors, je vous cache pas que moi, je suis venu pour défendre les perdants des épisodes précédents parce que j'ai perdu 2-0 contre Xavier. Donc, je vais essayer de vous venger. Donc, allez, on croise les doigts. On y va. Voilà. Alors, première question. Ouais. On va rester sur la Royal Oak et surtout son histoire. Donc, pourquoi Royal Oak? Donc, a priori, dans les années 1650, c'est une histoire plus britannique où il y avait une certaine guerre civile en Angleterre. Charles II essaye de fuir ses ennemis, notamment les têtes rondes, et se cache dans un chêne, au sein d'un tronc d'un chêne, et échappe à ses ennemis et échappe à la guillotine. Ça ressemble à l'histoire de Shrek, ton truc quand même. Ouais, Caché dans un. Bon, ok. Pas dans le même, pas Ok. dans le même mode, mais voilà. C'est un peu plus fun. Et du coup, ce chêne-là, les Anglais l'ont appelé Royal Oak. Ok. Donc le chêne royal. Les Britanniques se sont appropriés donc ce terme-là, notamment dans la partie militaire, où ils ont construit un bâtiment militaire pour lequel ils ont donné ce nom Royal Oak. Et tu dois trouver ce bâtiment, sachant que le designer Gérald, le fameux Gérald que tu as Tout cité. ça, c'est la question. Non, non, Ouais, le parce que fameux. si tu dois me la répéter, on n'a pas fini les J'essaie de amis. le hein. perdre. J'essaie de Ok. le perdre. Ok. Je veux gagner des points. Donc voilà, il s'est inspiré de ce fameux bâtiment militaire pour designer cette fameuse Royal Oak. Quel était ce bâtiment militaire? Première réponse. Tu veux dire la réponse A? Réponse A. Ouais. Effectivement. Réponse A. Merci. Réponse A. Est-ce que c'était une tour de défense militaire britannique en forme octogonale? Réponse B. Est-ce que c'était un navire de la marine britannique avec une coque renforcée en acier et des canons octogonaux? Ou alors un avion de chasse britannique révolutionnaire avec des ailes en forme octogonale? Donc réponse A, tour défensive militaire. Réponse B, navire de la marine britannique. Réponse C, un avion de chasse britannique. C'est bien essayé, mais je pense, Jean-Pierre, connaître la réponse. Ah. Alors, c'est pas la C, parce que sinon, on va dire la petite sœur de la Royal Oak, la Nautilus, s'appellerait Avionicus. Hein, donc, on est vraiment dans la... On n'est pas du tout dans l'aérien, on est plutôt dans la marine, donc c'est pas la C. La A, ça me dit absolument rien, etc. Et par contre, bien évidemment, la B, oui, c'est d'inspiration marine avec un navire. Donc sans doute, mais peut-être me trompe, c'est la réponse B. Bravo. Wouh. Belle stratégie de déduction. Je mène Bon, 1-0. 1-0 pour Xavier. Les amis, vous avez compris que Sébastien était de nouveau sous pression. Après une défaite de 0 il y a quelques semaines, il va falloir que tu muscles ton jeu sur la deuxième question. Allez, Alors, on va essayer au moins sur cette deuxième question. Toujours sur la Royal Oak, culture générale sur la Royal Oak. Elle est passée une seule fois au cinéma. là c'est chaud là. Il s'agissait d'une Royal Oak Offshore T3 chronographe. Elle est passée dans le film Terminator, puisque Arnold Schwarzenegger était l'un des ambassadeurs de la marque, donc Audemars Piguet, et plus particulièrement de la Royal Oak, puisque c'est un passionné Lequel de Terminator? de la Royal Oak. C'est Lequel? la bonne question. Ah, de quel Terminator? Dans lequel Terminator apparaît la Royal Oak Offshore chronographe T3,
Donc, première réponse. Réponse A, Terminator 1. Réponse B, Terminator 2. Réponse C, Terminator 3. Je peux te donner les titres. Hein, Non, 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 il n'y a si pas tu de veux, problème. hein. Là, je vais vous dire très honnêtement, je n'en sais rien, mais je pense que j'ai ma chance pour deviner. C'est pas le 1, puisque dans le 1, il joue le T800. J'y crois pas dans le 1. Voilà, donc pas le 1. Donc c'est le 2 ou le 3. Le 2, c'est celui avec le Terminator en acier liquide. Est-ce qu'il pourrait avoir une offshore là-dedans? Moi, j'y crois pas trop non plus. Donc, par déduction et par élimination, roulement de tambour, les amis, parce que là, si je gagne 2-0, c'est beau. Hein. Moi, je dis Terminator 3. Bravo. Yes. Bravo, bravo, bravo. Eh ouais. Excellent. Excellent. Alors, d'abord, je suis très très heureux de gagner ce quiz par connaissance et ou déduction. Et là, il faut quand même faire un roulement d'applaudissements pour Sébastien, quand même, pour organiser tout ça. Et qui, ça va être très très dur à battre, sera le seul à avoir perdu 2 fois 2-0 au questionnaire de... Je me cache, merci, au revoir à tous. de petites montres entre amis. Alors, petite anecdote sur cette réponse de Terminator 3. Lors du tournage de la scène, je vais vous expliquer un peu le tournage. En fait, comme d'habitude, Terminator arrive sur la Terre tout nu, il vole des vêtements, il vole soit une moto, soit une voiture. Là, dans Terminator 3, il vole une voiture, il casse une fenêtre, il rentre à l'intérieur de la voiture. Dans la boîte à gants située au-dessus de la tête, il récupère, il y a une offshore qui tombe dans ses mains, magnifique, une offshore T3. Sacré placement produit, hein. On y croit vachement quand même. C'est magnifique. Hein. Et donc, grâce à cette montre, donc il y a un focus, il arrive à scanner la montre, à régler son horloge interne technologique, et Schwarzy, à la base, balance sa montre par la fenêtre. En voyant ce tournage-là, le président d'Audemars Piguet appelle tout de suite Arnold Schwarzenegger et lui dit « C'est hors de question, je ne veux pas qu'on balance une Royal Oak par la fenêtre, comme si c'était un objet malpropre. » Donc comme ils s'entendaient très bien à l'époque, ou peut-être encore maintenant, le président d'Audemars Piguet a fait la demande donc, au niveau d'une modification du scénario. Ils ont refait la scène et finalement, Schwarzy, le fameux Terminator, au lieu de balancer la Royal Oak par la fenêtre, il remet tranquillement la Royal Oak dans la boîte à gants de la voiture volée. Il fallait pas que ça fasse comme la dernière Tesla qui a été lancée, où regardez comme elle est sécurisée, on tape avec le marteau, t'imagines, la Royal Oak elle part, bam, elle se pète. En fait, elle n'est pas vraiment offshore. Elle n'est pas hein. Bon, non, trêve de plaisanterie, on dit ça pour rigoler. Autre question, et dernière question. Attends, c'est un quiz à 3 questions? Non, là c'est plus, là c'est personnel, la fameuse dernière question de l'épisode. Ta prochaine montre. La prochaine montre, Xavier. Quelle serait ta prochaine montre? Alors, prochaine montre, bon bah oui, alors la prochaine montre, ça peut être des opportunités, hein, très basiques, une vieille Swatch, des choses comme ça, etc. Mais ça, c'est plus l'avenir qui le dira. Non, ce que je recherche, c'est pour mes 50 ans, puisque j'ai eu une première montre pour mes 30 ans, mes 40 ans, donc maintenant je suis prisonnier. C'est horrible. C'est-à-dire que tous les 10 ans, il faut que j'essaye de me dire qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas déraisonnable. Et là, ce que je recherche, c'est une Omega Speedmaster de mon année de naissance, donc de 1970, qui est pas la Moonwatch, hein, puisque la Moonwatch c'est la 105012. Ouais. Un superbe épisode d'ailleurs avec Olivier qui vient nous présenter sa 2998. Et puis on voit la 10512, on voit la 14512, on voit la 14522. Donc en 1970, le modèle c'est une 145022, voilà, tiret 69, hein, puisqu'il y a schématiquement c'est sur 2 années réparties sur 3 ans qu'il y a ce modèle-là. Donc moi ce que je recherche c'est vraiment une montre de cette année-là, donc avec l'extrait des archives qui sera daté de 1970. Quand même. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est essentiel. Et puis là on rentre dans une montre finalement très simple,
mais à la fois très compliqué parce qu'il y a eu tellement de références, des Ouais, dizaines, il y en a des beaucoup. centaines, Il y en a beaucoup. dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de choses à vérifier dessus, notamment la lunette, de façon à ce qu'elle corresponde bien. Ouais. Après, le cadran, c'est assez facile à identifier. Et ce qui compte pour moi, c'est vraiment qu'elle soit de mon année de naissance. Donc il faut accepter. Là, on est dans le vintage. Hein. Vintage, tout le monde voit midi à sa porte. Ouais. Tu es venu présenter une Gère le Memovox, voilà, des années 50. C'est du vintage, mais c'est pas le vintage qui, moi, me parle le plus. Voilà, ça viendra peut-être ou jamais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte les stigmates, cette montre, de sa génération. Donc il faut accepter qu'elle puisse être un peu rayée, c'est pas le bon terme, mais qu'elle soit dans son jus, mais en bon état. Après, c'est une mécanique extrêmement robuste, de calibre 861, qui a traversé les générations. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une montre que j'ai toujours beaucoup aimée. Et voilà, donc c'est plus cher parce qu'elle est 1970. Mais en acheter une neuve, c'est pas mon style d'en acheter une neuve. Et c'est vrai que rapidement comme ça, quand on ne connaît pas, en fait, c'est la même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est la même ou non en termes de design. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, le design m'intéresse et j'en souhaite une de mon année de naissance. C'est symbolique, surtout pour les 50. Je trouve ça magnifique. Bien sûr. Et finalement, une montre qui a 50 ans, qui fonctionne, dans 10 ans, elle aura 60 ans, elle fonctionnera toujours de la même façon. On est de plus en plus dans une époque où tout va très très vite, voire va trop vite. Un peu de prise de recul sur le temps qui passe, c'est pas mal. Est-ce que c'est lié au fait que j'attaque la deuxième partie du siècle? C'est ce que j'allais dire, peut-être. Je ne sais pas, mais voilà. Donc, si vous avez envie de réagir à cette idée de montre de son année de naissance, bien évidemment, vous le mettez en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette idée-là? Moi, tout ce que je pense, c'est qu'elle a 50 ans comme toi. Et que je te souhaite que tu fonctionnes aussi à 70 ans. Oui. Non, mais c'est super. Non, c'est un beau modèle. C'est un beau modèle. Après, qu'importe, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que je vois que tu en as une de Speedmaster. Ah oui, mais moi c'est une montre neuve. C'est paradoxal parce que j'adore les vintage. Mais j'ai fait le choix pour... Alors ça, c'est une montre qui m'a été offerte pour mon mariage par ma femme. C'est magnifique. Super. Et je voulais une neuve parce que je collectionne beaucoup de vintage. Je parle beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires autour de ces vintage et là je voulais ma propre page blanche, donc c'est pour ça que j'ai basculé sur une neuve où je voulais raconter ma propre histoire et ensuite pourquoi pas la transmettre à mes enfants plus tard et que cette montre neuve m'accompagne pendant toute ma vie jusqu'à de beaux, très beaux jours. Tu as la grosse boîte en plastique avec le grosse bracelet boîte. NATO, J'ai un full set magnifique. Voilà, exactement. Tu vois, donc c'est le jour et la nuit avec ce qu'on peut trouver sur une ancienne. C'est différent. Le mieux du mieux, c'est que tu l'aies en configuration intégrale d'origine, avec le bracelet, la bonne référence, etc. Ça. Si tu as de la chance, tu as une petite boîte qui va avec, tu as peut-être le N-Links additionnel. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est deux marchés différents, voilà. Mais j'aime énormément les vintage. Ouais. J'aime beaucoup ça. Écoutez les amis, merci, je reprends Xavier. la parole. Vous avez compris qu'on s'était bien éclaté avec Sébastien aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à Sébastien d'avoir proposé cette émission un peu différente. Merci à toi. Voilà, merci à vous. Merci à tous. Si vous avez envie de participer, vous connaissez la chanson, comment le dit Alain Souchon, une montre ou une chanson, c'est le calendrier de la vie. Et vous m'envoyez un email sur contact@dailyissues.fr ou en message privé sur Instagram avec vos coordonnées, la référence de votre montre, quelques photos, de quoi vous avez envie de parler, et puis si vous avez envie de délirer, de passer un bon moment de façon complètement subjective sur une passion commune que vous avez avec tous les abonnés de la chaîne, eh bien, vous viendrez faire comme Sébastien, non pas dans la version actuelle, mais dans la version avec sa Memovox, vous viendrez nous raconter votre histoire de montre. Allez, salut, à bientôt. À bientôt.